Ok, bonjour à tous avec ma review de Night of Champions 2013 qui va être assez courte je pense puisqu'en fait il y a des défauts qui sont communs à plusieurs matchs, donc je vais peut-être parler un peu plus dans le général plutôt que faire match par match. De toute façon vous avez mes notes en étoiles pour comparer les matchs par rapport à l'ensemble des matchs qui n'ont jamais existé, et aussi sur 20 pour voir à peu près à quel point le match a réussi à atteindre son objectif, en gros à répondre à son ambition propre. Voilà. Alors maintenant, justement, je disais qu'il y avait des défauts communs à la plupart des matchs. Le premier principal défaut que je peux faire presque pour tous les matchs, et donc pour l'ensemble du pay-per-view, c'est le manque d'ambition et le côté anecdotique que ce pay-per-view peut avoir. En fait, pour expliquer un peu ça, le manque d'ambition, c'est surtout pour les matchs. On n'a pas eu comme à SummerSlam l'impression qu'il y a certains matchs qui cherchaient à crever l'écran et à sortir la meilleure performance possible et vraiment à nous sortir des matchs of the year. Là, voilà, je pense qu'il n'y a aucun match où on a eu l'impression qu'ils ont mis le maximum. Un exemple assez frappant, c'est par exemple Randy Orton et Daniel Bryan. Ils ont eu un match à Raw en mai dernier, je crois, qui avait été bien meilleur d'un point de vue intensité, agressivité, tout ça, impression de violence, que ce combat-là qui est en main event d'un pay-per-view, en plus avec une storyline importante derrière et tout ça. Et ça, je trouve que c'est assez révélateur. Ils auraient au moins pu y mettre cette énergie-là. Après, si ça fonctionne pas, mais au moins essayer comme ça. Je crois que le seul match qui a vraiment essayé de sortir quelque chose de fort, c'est Del Rio, Rob Van Dam, mais du coup, eux, ils ont échoué pour d'autres raisons. Et le côté, donc, anecdotique, ça vient surtout du fait que dans le booking, il y a beaucoup de choses qui, contrairement à SummerSlam, donnent l'impression qu'ils n'ont pas voulu non plus trop en mettre dans ce pay-per-view-là. On a par exemple avec CM Punk et Paul Heyman la rivalité, on a l'impression que c'était ce match avec CM Punk contre Paul Heyman et Curtis Axel, plus un gros segment qui sert de transition dans la rivalité pour faire venir donc Ryback dans cette histoire. Truc qu'ils auraient pu faire à Raw pour nous faire le CM Punk Ryback en pay-per-view là à Night of Champions. Bon bah là du coup ils diluent ça sur plus de temps et je sais pas si nous spectateurs on y gagne. Donc voilà, ça c'est l'impression générale que ça donne. Après si on rentre match par match, il y a eu des matchs plus ou moins réussis. Je pense, personnellement, le match que j'ai le plus aimé, je sais pas si c'est fondamentalement le meilleur, mais c'est Curtis Axel contre Kofi Kingston. Je trouve que c'est celui qui a le mieux géré ses changements de rythme. Voilà, il était sympathique dans le ring, une bonne opposition de style, voilà, pas de problème. Après, c'est sûr que bon, c'est pas le match sur lequel on comptait le plus pour répondre à nos attentes sur le pay-per-view, surtout qu'il n'était pas prévu d'ailleurs. Mais je crois que c'est le match que j'ai préféré. Le match des Divas était aussi plutôt une satisfaction, avec le double sharpshooter qui était pas mal. Bon, ça confirme un peu le bon momentum que les Divas peuvent avoir en ce moment en termes de qualité de match. Ensuite c'était Del Rio, Rob Van Dam, donc je disais justement que ces matchs, là cette fois-ci c'est le seul match où on a l'impression qu'ils ont vraiment essayé de sortir quelque chose de très fort. Mais pour le coup on voit les limites de Rob Van Dam en particulier parce qu'il a beaucoup de mal à se rendre plus intéressant que sortir sa moveset habituelle. Dès qu'il faut essayer de mettre de l'agressivité, de l'intensité, il y est pas quoi. Ne serait-ce que ses frappes, ça fait pas très violent, tout ça. Alors comme de l'autre côté, c'est plutôt ça la force de Del Rio, ça donnait une impression que, voilà, forcément Del Rio il fait ça quand même, mais il a pas trop de répondant en face. Ça bumpait un petit coup, ça, voilà, c'est un peu bizarre comme match. En plus il y a cette fin qui est évidemment pas très agréable. Les trois quarts du temps où un lutteur ne veut pas casser sa soumission au bout du compte de 5, l'arbitre le tire ou essaye de s'immiscer ou quelque chose, là il a directement disqualifié, donc ouais, ok. Donc voilà, match pas complètement raté. En fait Del Rio, je trouve qu'il a fait une performance à peu près fidèle à lui-même, sans que ce soit une de ses meilleures performances, donc plutôt pas mal. C'est surtout Rob Van Dam qui n'a pas réussi à intégrer sa moveset de façon naturelle, ça faisait un peu poussif par moment, il y a eu même un peu des botches par d'autres moments, et puis tout ce qui est transition et moments où comme ça il faut un peu batailler, truc, ça faisait très collaboratif, il se laisse faire, ou bon, voilà. On voit vraiment, là c'est un match où personnellement j'ai vraiment vu les limites de Rob Van Dam, c'est les mêmes limites qu'il a depuis le début de sa carrière. Dans certains types de matchs il a réussi à les masquer parce qu'il est flamboyant sur sa moveset, mais là c'était pas le cas non plus, donc voilà, ça a vite plafonné. Ensuite, il y avait quoi? Il y avait Fandango contre The Miz, qui est le moins match de la soirée. Bon, combat de 8 minutes, complètement banal et vide. Voilà, c'est pas qu'ils ont mal effectué leurs moves ni rien, c'est juste que ces moves-là allaient au profit d'un déroulement complètement banal et idiot. Il n'y a rien eu de spécial là-dedans. Donc. En plus, c'était censé avoir une rivalité derrière, mais on n'a pas du tout senti d'agressivité. Bon, bref. Voilà.
Ensuite, c'était au tour donc de CM Punk contre Paul Heyman et Curtis Axel. Ma principale déception sur ce match-là, c'est le fait de ne pas avoir utilisé Curtis Axel par rapport à sa position qu'il avait dans cette rivalité-là. Parce que sa position, et d'ailleurs la promo de Paul Heyman peu de temps avant l'avait bien montré, c'était qu'en fait Curtis Axel, il fallait qu'il se dépasse sur ce match-là, il fallait que voilà, tout ce que Paul Heyman croyait qu'il était capable de le faire, il fallait qu'il le prouve là. Alors je dis pas qu'il fallait qu'il batte CM Punk ni rien, je pense que surtout qu'il ait eu un match avant, voilà. Mais j'aurais bien aimé le voir s'accrocher, donner vraiment du fil à retordre à CM Punk dans le sens où il fait kick out, où il veut pas taper, il arrive à s'arracher jusqu'aux cordes, je sais pas quoi. Et que ça donne l'impression qu'il est complètement dominé par CM Punk qui est meilleur que lui, mais au moins il a quand même du cœur au ventre. Surtout s'ils veulent lui faire un face turn à l'avenir, parce que je suppose que Ryback va lui prendre sa place dans le rôle qu'il a avec Paul Heyman. Je pense que c'est ce qui va se passer pour lui. J'ai pas vu le Raw du lendemain, donc je sais pas, ça se trouve ça s'est déjà passé. Mais du coup, oui, s'il allait faire un face turn plus tard, ça aurait été bien justement de le montrer avec comme ça beaucoup de cœur au ventre et tout. Bon, bref, ça aurait pu être une façon de construire le match plus intéressante. Là, c'était assez banal jusqu'à ce que CM Punk élimine donc Curtis Axel. Ensuite, ça a plus servi de gros segments qu'autre chose, même d'ailleurs, on pourrait le dire sur l'ensemble du match presque. Donc voilà. Après, je trouve que sur l'ensemble du match, ce match-là d'ailleurs, le match avec Kofi Kingston, la promo du début, tout ça, je trouve que Paul Heyman a été extraordinaire dans son acting dans toute la soirée. Donc ça a été vraiment un... D'ailleurs, je le mets comme mon top. Normalement, c'est top lutteur, mais voilà. Le MVP de la soirée, quelque part, c'est Paul Heyman, même si c'est pas vraiment un lutteur, mais dans tout ce qu'on lui a donné, dans tout le temps qu'il a eu et tout ça, il a vraiment rentabilisé au maximum ce qu'il pouvait faire, quoi. On va dire ça comme ça. Donc ensuite, c'était le titre US, Ambrose contre Ziggler. Alors là, c'est pareil. Dean Ambrose qui bat clean Ziggler comme ça, qui a un règne assez long, qui est quand même poussé fortement. Ça me dérange pas fondamentalement parce que je sais qu'il est capable de faire des très bonnes choses. Dean Ambrose, je l'ai vu à Florida Championship Wrestling avant qu'il fasse ses débuts donc dans le roster principal. Mais en solo, jusqu'à maintenant, je le trouve vraiment très limite. Je suis vraiment déçu de lui. Et là, dans ce match-là, une fois de plus, c'est vraiment Ziggler qui a réussi à redynamiser le match et à le rendre un peu intéressant parce que tout ce qu'a fait Ambrose, c'était un peu chiant, quoi. Donc il n'est pas vraiment mauvais, mais j'ai l'impression qu'il est plus occupé à se donner du style qu'à essayer de proposer un bon match. Et je pense que maintenant, ça y est, ok, il a du style, il a sa petite tête de mec sympa, enfin bref. Maintenant, il faut qu'il essaye de faire des matchs un peu plus construits, enfin voilà, je sais pas. Je trouve que ces matchs sont fades et il manque de rythme, de dynamisme. Et ça a été le cas là, sauf quand Ziggler a eu son moment de rush où il a enchaîné quelques moves. Et voilà. Bon. Match vraiment moyen maintenant, bon voilà, par rapport à un match de, je sais pas, un peu à peine 10 minutes, je crois. On peut pas dire que ça soit vraiment mauvais, mais voilà, rien de mémorable à nouveau. Et ensuite, il y a le match de The Shield contre Primetime Players. Donc là c'est mieux, maintenant là aussi c'est encore un match un peu routinier, un peu banal, c'est vraiment les mots-clés, hein. Banal, sans ambition, j'ai répété pas mal de mots comme ça, fade, enfin bon bref, voilà. Après la performance des deux de Shield était vraiment bonne, surtout de Seth Rollins j'ai trouvé. Voilà, Primetime Players là aussi, un peu comme Ambrose, ils essayent de se donner du style et tout ça, une gimmick, un truc, plus que de faire un bon match. Maintenant, bon, on peut pas dire que la performance était mauvaise, mais voilà, match un peu trop court peut-être pour exister. Bon, The Shield continue pour le coup, pour le titre par équipe ça me gêne pas parce que je crois qu'actuellement on n'a pas vraiment mieux en équipe que The Shield et ils ont été convaincants. Mais maintenant il leur manque des adversaires. Alors normalement ça devait être Big Show et Mark Henry comme adversaire, je pense que ça aurait été mieux. Mais il leur manque des adversaires de vraiment haute qualité pour faire le match qui tue quoi, pour l'instant. Parce que par équipe de 3 ils les ont eu, c'est super match, mais par équipe de 2, Rollins et Reigns, ils n'ont pas encore eu vraiment le super match, quoi, on va dire. Mais voilà, je suis quand même à peu près convaincu de leur performance. Et donc enfin, Randy Orton contre Daniel Bryan. J'en ai déjà parlé vite fait quand j'ai comparé ce match-là avec celui qu'ils ont eu à Raw au mois de mai, ou si vous vous souvenez pas, c'est le Raw où ils avaient eu un match. En fait, ils s'étaient rejeté la faute d'une défaite contre The Shield, et du coup ils voulaient s'affronter, mais ils étaient tous les deux face. Il y a eu d'abord un match en simple. Et comme ça s'est barré en couille, ils sont revenus à la fin de la soirée faire un match no disqualification et ça avait été un très très bon match. Bon, même le match simple, ça avait été intéressant. Ce qui était intéressant en fait à ce moment-là entre deux, c'est qu'il y avait une impression d'agressivité, d'animosité. Et du coup, dans leurs échanges, c'était violent, ça faisait intense, ça faisait vraiment. Et j'ai pas du tout retrouvé ça là. Ça, c'est ma principale déception. Parce que je me suis dit, s'ils l'ont fait sur un match à Raw comme ça, ils vont forcément au moins le faire sur un pay-per-view, voilà, avec le titre en jeu, toute cette rivalité derrière, machin. En fait, pas du tout, c'était vraiment un match banal
Les deux on se sont contentés de faire un peu leur routine, je trouve. Je vais même faire un reproche à Brian que j'ai pas trop entendu encore, mais je trouve qu'il y a quand même un truc qui m'agace un peu chez lui, c'est son côté je fais 10 000 kicks. Je pense qu'à un moment donné il fait tellement de kicks qu'on finit par s'en foutre. C'est un peu comme un mec dans un coin qui met 10 coups de poing et qu'il en met 10, 5, 15, 20, ça revient au même en fait. Ce qui va compter c'est surtout le selling derrière, et Brian il met plein de kicks. À un moment donné, comment tu veux vendre ça de la part d'Orton? Et plusieurs fois dans le match il met des kicks, jusqu'à ce qu'Orton finalement le coupe avec un big move, et voilà. Donc finalement on a l'impression que ces kicks font pas d'effet, et ça c'est pas un truc que j'ai envie de voir. Du côté d'Orton, je trouve qu'il a été assez mou dans ce match-là. C'est un truc que j'ai constaté toujours chez lui quand il était heel. Quand il est heel et qu'il est à la domination, parce que souvent les heels dominent dans les matchs, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Et ben souvent ces phases de domination sont assez lentes à Orton. Et ça, c'est vrai que ça casse le rythme. Après, il y a eu des changements de rythme qui ont été plutôt bien vus avec Brian, mais ça a jamais paru big et intense et fou et tout. Il n'y a pas eu de séquence folle ou de beaux contre, ou voilà. En fait, il n'y a rien eu dans ce match-là de vraiment mauvais, mais il n'y a rien eu qui provoquait vraiment un plaisir, que ce soit par les moves ou par la situation, le moment, le côté intense ou je sais pas quoi, comme on a pu l'avoir avec le match Brian Cena par exemple à SummerSlam. Donc voilà, c'est pas un mauvais match, mais c'est sûrement pas un bon match. Voilà. Et c'est une grosse déception parce que mine de rien, ça faisait longtemps qu'Orton n'avait pas eu un tel match à faire à la WWE. Donc c'est un échec pour lui, et pour Brian, voilà, c'est un échec aussi. On a l'impression que Brian il est intouchable, c'est le meilleur machin. Du coup là il fait une mauvaise perf. Voilà, je peux pas jeter la pierre que à Orton, même si j'aurais tendance à donner la responsabilité un peu plus à Orton, parce que c'est plus lui qui a été à l'initiative, et ses prises d'initiative n'étaient pas toujours bien vues. Voilà, donc ça c'est pour l'ensemble du pay-per-view. Du coup, avoir un pay-per-view où il n'y a pas un seul vrai bon match, même s'il n'y a pas de grosse daube, franchement, il n'y a pas un seul vrai bon match, c'est un truc fade, sans relief, sans ambition, truc. Je me permets de baisser la note moyenne que j'obtiens avec mes notes plus les coefs, et je me permets aussi de prendre en compte de la note, mais très peu, mais bon bref, je voulais en parler quand même, de tous ces sondages qu'il y a eu tout au long de la soirée qui m'ont... Alors je pense que ça a révolté tous les fans de longue date, ou bref, c'est pas tellement les résultats des votes, parce qu'à la limite, on va pas faire comme si c'était une surprise, que les gens qui votent, qui plus est, et le WWE Universe dans sa généralité, c'est plutôt des fans néophytes, et que voilà, les gens comme moi sont plutôt dans des minorités, sans prétention, hein, voilà, je pense que vous serez d'accord avec ça. Bon, donc ça c'est pas le problème. Que les gens trouvent que, je sais pas, CM Punk est le plus grand champion de la WWE d'histoire, ou bref, c'est pas lui, mais c'est pas grave. Ça me gêne pas spécialement, parce que je me doute qu'en fait ils ont voté pour les gens qu'ils connaissaient. D'ailleurs, vous avez remarqué dans les votes, à chaque fois c'est les lutteurs récents qui sont plébiscités, parce qu'en fait les plupart des votants, je suppose, ne connaissaient pas forcément Pat Patterson ou je sais pas, les White Samoans, alors forcément ils n'ont pas de vote. Bon. Ce qui m'a gêné, ce sont les propositions de vote de la WWE. Parce que la WWE, elle a un Hall of Fame. On l'a vu dans la vidéo d'intro de ce pay-per-view là, elle essaie d'entretenir l'idée qu'il y a toute une histoire derrière, il y a la légende. On a vu dans la vidéo d'intro des images d'archives en noir et blanc de San Martino, de Ric Flair, de Harley Race, je crois bien qu'il y avait même Luthez à un moment donné. Donc vraiment voilà, les figures légendaires. Bon, je ne demande pas forcément à ce qu'on remonte aux années 60, mais voilà. Et puis dans les propositions de vote, il y a des trucs hallucinants. Soit des oublis de lutteurs, on se dit mais pourquoi ils sont pas proposés. San Martino qui est montré souvent, qui a été mis au Hall of Fame cette année, tout ça, il n'est pas proposé dans les meilleurs champions WWF de l'histoire, alors qu'il a les plus longs règnes et tout. Bret Hart non plus. Comment c'est possible? Bon, je vais pas tous les faire, les trucs hallucinants. Moi j'ai pas vu Razor Ramon dans les champions intercontinentales, ça m'a pas mal choqué. De voir des gars comme Sting pour le titre US ou Harley Race, alors qu'a priori ils ont fait quand même largement plus dans leur carrière que juste le titre mid-card comme ça. Ça fait bizarre. Et puis, alors le pire de tous, qui m'a... Là, ça par contre, ça m'a vraiment fait bizarre, c'est DX proposé comme meilleur champion par équipe de tous les temps. Alors là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais j'étais là, mais ils n'ont jamais été champions par équipe. Alors je me suis dit, bon, sûrement, sinon ils n'auraient pas osé le mettre. J'ai été vérifié, ils ont été une fois champions par équipe, un règne de genre 2 mois. C'était en 2009. Donc le truc... nul quoi, 2 mois, il y a plein d'équipes complètement pourries qui ont été championnes plus longtemps que 2 mois. Donc ça je comprends pas. Bon, je veux me formaliser, me dire c'est des petits votes, mais je comprends pas quand t'as que 5 propositions à faire, donc c'est pas beaucoup, de mettre une équipe aussi secondaire moins dans l'histoire du titre par équipe, et même d'une manière plus générale dans l'histoire de la division par équipe, parce que finalement DX,
Pour moi, c'est juste deux individualités. Faut savoir qu'avant les années 2000, enfin avant leur réunion en 2000, je crois que c'est 2006, je crois qu'ils ont eu genre un match ensemble, Shawn Michaels et Triple H. Ils se sont affrontés plus de fois qu'ils ont été mis en équipe largement. Moi, j'ai aucun souvenir d'un match où Shawn Michaels et Triple H, en tant que DX, ont lutté ensemble en équipe en 97, 98, par là. J'ai absolument aucun souvenir. Je sais qu'ils ont été associés une fois juste avant que DX se forme, et beaucoup de gens considèrent que c'est le début de la DX et tout ça. Je crois que c'était genre contre Undertaker et je sais plus, peut-être Mankind ou je sais plus, bref. Voilà. C'est le seul souvenir que j'ai. Donc c'est pour dire si c'est exceptionnel. Et ensuite, quand ils ont été réunis, c'était pour affronter des. Voilà, c'était pour mettre la tête de Vince McMahon dans le cul du Big Show ou défoncer le Spirit Squad. Enfin, c'était en règle générale de la grosse merde. Donc voilà, il y a que la rivalité avec Rated RKO qui était bien. Mais voilà, à la limite, Rated RKO aussi ont été champions par équipe et plus longtemps, je crois. Eux, c'est 52 jours. J'ai regardé ça il y a 2 minutes, donc je me rappelle. 52 jours DX champion. Rated RKO, 72 jours. Donc à la limite, tant qu'à mettre de association d'individualité, autant mettre Rated RKO. Enfin bon, je me dis, autant mettre les Steiner Brothers ou Demolition, par exemple. Enfin, il me semble que c'est quand même un peu plus des grosses équipes. Enfin bref. Ça m'a choqué. Alors forcément, quand je les ai vus élus plus grande équipe de tous les temps par le panel, enfin par les votants, ça m'a fait bien halluciner, surtout quand tu vois 8% pour les Bulldogs. Voilà, c'est pas grave, hein, on s'en fout, mais forcément, avec le cumul de trucs comme ça tout au long de la soirée, tu finis par avoir l'impression de regarder une fédération qui déforme un peu l'histoire, parce que mine de rien, proposer DX là, c'est un petit peu faire comme si DX avait été une grande équipe, alors que c'est... Bref. J'ai rien contre le clan et contre Shawn Michaels Triple H, c'est des grands lutteurs, le clan est important, mais l'équipe DX, ça ne représente rien pour moi, mais absolument rien. Donc voilà, ça déforme la vérité, il y a des omissions énormes, et il y a, parce qu'on voit aucun macho man dans les nominations, pas de Razor Ramon par exemple, Intercontinental, j'en ai parlé, je ne vais pas tous les faire. Donc voilà, ça me gêne, et surtout après quand tu vois que dans le même temps, quelque part, la plupart des fans ont l'air de corroborer ce point de vue-là, ça m'agace. J'aurais bien aimé que Jerry Lawler ou JBL, qui a priori eux sont plutôt voilà, des puristes, hein, on entend souvent ces gars-là faire des références à des gloires du passé, bah justement disent DX, plus grande équipe de tous les temps, c'est assez étonnant pour une équipe qui a été championne qu'une seule fois, tu sais, une petite remarque comme ça. Bon, je sais pas s'ils ont le droit de le faire, voilà, mais bref, ça aurait été bien. Voilà, donc bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça, mais je pense que tous les fans de longue date ont été outrés. Moi, ce qui me gêne aussi là-dedans, c'est que je me dis que quelqu'un qui regarde le catch depuis pas longtemps et qui tombe là-dessus, il va croire ce qu'il voit. C'est pour ça que j'en parle, parce qu'à la limite, s'il y a des gens qui ont cru en regardant ça que DX était une grande équipe, bah, au moins, peut-être qu'ils vont mettre de l'eau dans leur vin en entendant ce que je viens de dire. Bon, voilà. Je finis avec mes awards du pay-per-view rapidement. Donc, match de la soirée, je vais dire Kofi Kingston, Curtis Axel. Bon, c'est difficile de dire lequel est le meilleur parce que franchement il n'y a aucun vraiment bon match, mais je crois que c'est celui que j'ai le plus aimé, à la limite c'est toujours ça. Top, donc j'en ai parlé tout à l'heure, je vais dire Paul Heyman parce que à la limite je trouve que c'est celui qui a le plus réussi ce qu'il avait à faire. Après c'est sûr qu'il avait moins à faire que ceux qui ont été lutteurs, mais bon, comme il n'y a aucun lutteur qui a fait une grosse performance, je sais pas. Après si j'avais dû mettre un lutteur, j'aurais peut-être mis Del Rio ou Ziggler qui ont fait des bonnes performances individuelles dans des matchs, ou même Seth Rollins dans des matchs qui n'ont pas forcément été exceptionnels. Flop, donc je veux dire Randy Orton, principal responsable de la principale déception, face à un lutteur quand même de bonne qualité a priori, donc bon. Mais bon, je peux jeter la pierre aussi à Daniel Bryan, il n'y a pas de souci. Hein. Move de la soirée, alors j'ai 3 moves qui me restent, le Coast to Coast de Rob Van Dam, le Spear de Ryback et le Double Sharpshooter, mine de rien. Move de la soirée, un move des divas, ça sera pas souvent à mon avis. Bon, je vais dire le Spear de Ryback, parce que mine de rien avec bon, déjà il a eu un bon impact, mais avec la coupure dans le dos de CM Punk et le rôle que ça a eu dans le match, enfin, bon, c'est peut-être ce qui reste le plus. Voilà, et puis bah, le moment de la soirée, pas grand chose. Je vais dire le moment où CM Punk réussit à faire taper Curtis Axel et on sait qu'il va avoir Paul Heyman pour lui. Ensuite il y a un regard comme ça, il y a le changement de visage de Paul Heyman qui est pas mal. Bon, c'est un moment qui m'a donné envie de voir la minute ou deux qui allait suivre, donc je pense qu'à ce niveau-là c'était particulièrement réussi, alors que finalement Daniel Bryan qui redevient champion, ça m'a rien fait. Limite ça m'a fait chier, et puis je m'attendais à ce qu'il se passe un truc, parce qu'il y avait un arbitre qui avait été KO, je m'attendais à ce que ça redémarre, ou qu'il y ait une contestation, ou je sais pas. Donc voilà, je m'arrête là, de toute façon je pense que c'est plutôt un pay-per-view à oublier, enfin
on l'oubliera de toute façon naturellement, j'imagine. Voilà. Que la prochaine, j'écoute ce que vous allez me dire maintenant.